Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, ce sera un guide d'achat pour la config gamer parfaite pour 800 euros. Alors là, je vais vous présenter tous les composants pour cette config. Bien sûr, c'est une config où on commande chacun des composants séparément. On construit soi-même sa config, on fait le montage, on installe Windows, etc. C'est la technique la plus intéressante selon moi pour avoir le meilleur rapport performance-prix, pour essayer de tirer un maximum de performance d'un PC avec le budget que vous avez. Donc là, on est sur une config à 800 euros. Pour 800 euros, vous allez voir que je vais vous ai trouvé une config qui va être parfaite à la fois pour de la Full HD et aussi pour de la Quad HD dans de bonnes conditions. Vous allez pouvoir jouer en Full HD avec du 240 FPS sur la plupart des jeux, vous ferez du 144 FPS sur la plupart des jeux aussi en Quad HD. Bon, les jeux les plus gourmands, bien sûr, si vous lancez un petit Cyberpunk, c'est sûr que vous n'aurez pas 144 FPS en Quad HD. Mais je vous parle de manière générale, sur la plupart des jeux, ça va vraiment super bien fonctionner. Il y a deux choix de carte graphique pour cette config. Vous verrez que dans certains cas, ce sera plus la carte AMD, dans d'autres cas, ce sera plus la carte Nvidia. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description juste en bas le lien et les références de tous les produits qui composent cette configuration. Il y a quelques petites options facultatives. Vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais voilà, il y a plusieurs choix de boîtier, plusieurs choix de RAM, etc. Je vais vous expliquer ce que je vous recommande, mais il n'y a pas vraiment de bon choix. C'est en fonction des situations et de ce que vous voulez faire avec votre PC. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, vous savez comment me soutenir avec un petit pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaînera juste après avec les composants de la config. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la carte mère pour cette config. Alors des fois, je vous fais des configs en Intel et en AMD, des fois juste en AMD, des fois juste en Intel. Cette config, ce sera uniquement une config en Intel, parce que vous allez voir, j'ai choisi donc une B760 avec un 12400F pour le processeur. Si on veut un équivalent chez AMD, ce serait le Ryzen 5 5600 pour avoir les mêmes performances et à peu près le même prix. Mais le Ryzen 5 5600, il y a moins de possibilités d'évolutivité de la config, alors qu'avec une config en Intel, on peut monter beaucoup plus haut en termes de performance sur les processeurs qui peuvent aller sur cette carte mère. Voilà. Donc pour la carte mère, j'ai choisi la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4. Donc c'est du LGA 1700, c'est ce qu'on a pour les processeurs 12e, 13e, 14e gen. Donc là-dessus, vous pouvez mettre tous les processeurs Intel 12000, 13000, 14000. Donc voilà. Alors là, on va mettre un processeur 12000, mais un processeur qui fonctionne vraiment super bien. Et l'avantage de cette carte mère, c'est que vu que c'est une version DDR4, ça vous permet de faire des petites économies. Donc pour un petit budget de 800 euros pour une config, ça permet quand même d'avoir quelque chose de performant tout en restant sur de la DDR4, donc sans exploser le budget. Et c'est une carte mère qui est vraiment super intéressante pour 126 euros. Ça permet d'avoir une très bonne base pour sa config. D'avoir quelque chose de correct sans non plus perdre en qualité sur la carte mère. Vous avez 4 emplacements de RAM, donc en termes d'évolutivité, vous allez mettre 2 barrettes de RAM, mais vous pourrez en rajouter 2 plus tard, si vous voulez augmenter la RAM. Et en termes de processeur, donc là, comme je vous l'ai dit, on met le 12400F, mais plus tard, vous pourrez mettre un 13700K si vous voulez. Alors, si vous prenez un K, vous ne pourrez pas l'overclocker avec du B760. Mais voilà, vous pouvez mettre beaucoup plus gros processeurs dessus et ça fonctionnera correctement. Donc cette carte mère, elle est très intéressante selon moi parce que pour son petit budget de 126 euros, elle en offre pas mal et ça permet déjà d'avoir une bonne base pour la config actuelle, mais pourquoi pas dans 2 ans améliorer le processeur, rajouter de la RAM, etc.
eh ben, il n'y aura pas besoin de tout changer. Parce qu'en général, quand on change la carte mère, on change le processeur, on change la RAM, voilà, ça oblige à changer plein de choses. Et du coup, pour moi, c'est assez important d'avoir une très bonne carte mère dès le début, une bonne base pour pouvoir faire évoluer la config sans avoir besoin de tout changer. Donc le processeur, comme je vous ai dit, c'est le Intel Core i5 12400F. Alors là, vous vous dites 12e gène, oh, pourquoi tu n'as pas mis du 13e, du 14e gène? Alors déjà, le but, c'est de rester dans le budget des 800 euros. Et ce qu'il faut savoir maintenant, il faut pas faire l'erreur, en fait, on a des processeurs qui sont vraiment très puissants pour le gaming. Un 12400F, même si on est sur un prix entrée de gamme, 124 euros, ça reste quand même un très très bon processeur. Le 12400F est vraiment excellent. Il se débrouille très bien en 4K et en Quad HD, mais aussi en Full HD. Alors, faut pas faire l'erreur aussi, plus on va avoir une grosse définition, donc plus on va se rapprocher par exemple de la 4K, moins on aura besoin de mettre du budget dans le processeur et plus il faudra mettre du budget dans la carte graphique. Parce que, je vous explique ça concrètement, imaginons que vous avez une carte graphique, une RTX 4070. Si en Quad HD par exemple elle génère 200 fps, et que en Full HD elle en génère 120 par exemple, et ben votre processeur en Full HD, c'est plutôt le contraire. Donc si en Full HD vous générez 200 fps et qu'en Quad HD vous en générez 120, et ben en Full HD votre processeur va devoir gérer 200 images par seconde. Là où en Quad HD la carte graphique va avoir un peu plus de mal à générer autant d'images par seconde, elle va en générer que 120 et votre processeur aura besoin de gérer que 120 images par seconde. Donc typiquement avec une même carte graphique, vous avez plus besoin d'un bon processeur en Full HD qu'en Quad HD. Donc au final, c'est bien de garder quelque chose d'assez équilibré, mais vous verrez que ce processeur, au final, il va très très bien se débrouiller à la fois en Full HD, en Quad HD et même en 4K. C'est juste pour la 4K, cette config n'est pas prévue pour. Vous verrez la carte graphique que j'ai mis dedans. Ça permet de faire un petit peu de 4K 60 sur certains jeux, mais c'est pas une config qui est prévue pour ça. Je vous montre rapidement les performances. Donc le 12400F, vous voyez, c'est la deuxième ligne rouge que vous voyez juste ici. Vous voyez qu'en termes de performance, il est dans les premiers processeurs, il est au même niveau qu'un 5600. Mais si vous comparez, par exemple, ce 12400F à un 14600K que vous voyez juste là, au final, il n'y a pas une énorme différence de performance. On va dire qu'il est peut-être 20% moins performant. Au final, il coûte aussi beaucoup moins cher. C'est pour ça que je vous explique qu'il n'y a pas besoin de mettre une fortune dans son processeur. Et sachant que là, on est sur des performances en 1080p. Donc en soi, il n'y a pas besoin de mettre un budget énorme dans le processeur. Le processeur, même un 12400F, qui coûte que 124,31 €, il fait largement l'affaire. Pour info, cette config, elle va de 800 € si vous prenez tous les composants de base et elle peut monter jusqu'à 900 € si vous prenez les petites options que je vous propose en plus. Mais ça, c'est en fonction de vos goûts. Donc voilà, en termes de processeur, c'est vraiment très très bien et ça fait aussi une très très bonne base. Vous voyez par exemple là, on a le 12400F. Si on descend un petit peu et qu'on va à ce niveau-là, vous voyez par exemple le 13700K qui est juste ici. Et bien celui-ci, vous avez quand même un joli gap de performance et ce processeur, typiquement, il peut aller sur cette carte mère et ça fonctionnera correctement. Donc en soi, vous avez des belles possibilités d'upgrade avec cette carte mère, un bon processeur de base et le jour où il faut le changer, ce ne sera pas un souci, il n'y aura pas besoin de changer la carte mère, de passer sur de la DDR5, etc. Alors le produit suivant, c'est facultatif. Sachez qu'avec ce processeur, vous avez un ventirad. Vous voyez, il est juste là, il est fourni avec. Il n'est pas parfait ce ventirad. Il fait l'affaire, il suffit pour refroidir correctement le processeur. Mais pour ceux qui voudraient avoir un système de refroidissement plus efficace, voilà ce que je peux vous proposer. Vous avez le Thermalright Assassin X120 SE ARGB. Alors, vous aurez des températures plus basses avec le Thermalright, mais vous n'aurez pas des températures alarmantes avec le ventirad qui est fourni de base avec le processeur. Ce sera suffisant pour refroidir correctement. Vous aurez des températures plus basses avec le ventirad si vous voulez le prendre en plus, mais c'est pas obligatoire. Par contre, là où il y aura un vrai gain selon moi avec le Thermalright, c'est en termes de bruit. Ça va faire beaucoup moins de bruit. On a un plus gros ventilateur, un plus gros radiateur, donc il y a besoin que le ventilateur tourne beaucoup moins fort pour refroidir correctement le processeur, et du coup, si ça tourne moins vite, ça fait moins de bruit. Et en plus, là, on est sur des ventilateurs qui font pas trop de bruit et qui fonctionnent plutôt bien. C'est pas un énorme budget pour le ventirad, c'est 19 €.
C'est facultatif, faites-le si vous avez envie. Si jamais vous ne le prenez pas, vous restez dans les 800 € de budget. C'est ça qui est intéressant. Sinon là, vous allez passer à 820 à peu près. Celui-là, il est intéressant. Vous avez un petit peu de RGB en plus sur le ventilateur, ça fait joli. Et vous avez un gain en termes de bruit, hein. C'est vraiment ça le gros avantage selon moi. Vous gagnerez aussi des degrés sur votre processeur, mais étant donné qu'avec le ventirad de base, il ne va pas surchauffer, c'est pas obligatoire. En termes de RAM, alors pour la RAM, j'ai deux choix à vous proposer. Vous avez le choix de base, donc de la DDR4 de chez Corsair, c'est les Corsair Vengeance LPX, avec 2 fois 8 Go en 3200 C16. Alors, le 3200 C16, à chaque fois que j'en parle, 3200 MHz, c'est la fréquence, on essaie d'avoir le chiffre le plus élevé, et C16, c'est le casse latency, c'est la latence, on essaie d'avoir le nombre le plus faible. Donc là, le 3200 C16, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le bon spot, c'est le niveau où vous allez avoir une bonne fréquence, une latence pas trop élevée, et vous n'avez pas payé une fortune. Vous voyez là, pour 40 €, on a deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go au total, pour avoir des performances très correctes. Si vous mettez plus de budget, si vous vous dites allez, je vais mettre 70 € pour avoir 2 fois 8 Go mais plus performant, vous n'allez pas y gagner tant que ça en termes de performance. Donc ça pour moi c'est le meilleur choix, 2 fois 8 Go, 3200 C16. Alors, ceux qui veulent un petit peu de RGB, vous avez les Corsair Vengeance RGB Pro. Alors là, pour le coup, vous passez de 40 à 53 €. Donc ça va vous coûter 13 € si vous voulez du RGB dessus, mais à l'intérieur, c'est la même chose, hein. Donc les Corsair Vengeance RGB Pro et les Corsair Vengeance LPX, c'est exactement le même type de RAM. Là, c'est juste que vous allez avoir un petit radiateur dessus avec du RGB. Donc là, pour l'esthétique, ça vous coûte 13 €. Ça, c'est facultatif, c'est comme vous voulez, si jamais vous voulez prendre ça. Je pense que si vous prenez le ventirad et que vous prenez les barrettes de RAM, ça fera assez joli, il y aura un petit peu de RGB. En plus, il y aura le bon refroidissement pour le processeur, assez silencieux. Ça peut être un choix intéressant à faire, ça coûte 19 € et ça coûte 13 €. Donc ça vous fait 32 € au total si jamais vous voulez prendre ces deux options. Mais c'est pas obligatoire, vous aurez exactement les mêmes perfs si vous prenez les 2 fois 8 Go. Donc vous voyez que j'ai pris un kit 2 fois 8 et que sur la carte mère, on a 4 emplacements de RAM. Vous avez 4 emplacements à ce niveau-là. Ce qui veut dire, donc là, vous placerez sur le deuxième et le quatrième emplacements de barrettes de RAM. Vous aurez toujours le premier et le troisième qui seront disponibles. Si jamais un jour vous voulez upgrade, vous pouvez reprendre 2 fois 8 Go. C'est ça l'avantage de cette carte mère aussi pour l'évolutivité. Là, vous allez partir sur 16 Go dans la quasi-totalité des jeux. Ça va suffire. Il y a quelques jeux aujourd'hui qui sont un peu gourmands en RAM, qui peuvent demander un peu plus, mais de manière générale, vos jeux vont très bien tourner si vous avez 16 Go de RAM. Si jamais la situation évolue et qu'il y a de plus en plus de jeux qui demandent beaucoup de RAM, vous pouvez rajouter 2 fois 8 Go. Alors attention, ce qui est important, c'est de prendre exactement les mêmes barrettes de RAM. Donc si vous prenez les Corsair Vengeance LPX, 2 fois 8 Go en 3200 C16, etc., vous rachetez exactement le même kit pour rajouter deux barrettes pareilles. Pareil, là, si vous prenez les Corsair Vengeance RGB Pro, le jour où vous voulez upgrade, vous rajoutez exactement les mêmes barrettes de Corsair Vengeance RGB Pro en 3200 C16. C'est aussi pour ça que je vous mets souvent des barrettes de RAM Corsair, c'est que c'est des références de produits qui existent depuis longtemps et qui vont très certainement durer encore pas mal de temps. Ça veut dire que si dans 2 ans vous voulez upgrade, rajouter de la RAM, il y a de fortes chances que les Corsair Vengeance LPX soient toujours disponibles et que les Corsair Vengeance RGB Pro le soient aussi. Donc voilà, donc pour l'upgrade ça peut être intéressant. Et voilà pour la partie RAM. Donc on a la carte mère, le processeur, le refroidissement facultatif et les deux kits de RAM possibles avec ou sans RGB. Donc maintenant on passe au stockage. Le stockage, j'ai choisi de mettre un Crucial P3+ de 1 Teraoctet. Donc c'est un SSD en PCI Express Gen 4 et on a 1 Teraoctet de stockage. Donc 1 Teraoctet pour moi c'est intéressant parce que ça permet quand même d'installer pas mal de jeux sur son PC. On n'est pas obligé de désinstaller pour installer un autre jeu. Dans la plupart des cas ça va fonctionner, sauf si vous êtes du genre à avoir besoin d'1 milliard de jeux installés sur votre PC. Bon là vous avez pour 140 € la version 2 Teraoctet. Donc c'est 2 fois plus cher avec 2 fois plus de stockage. Mais ça reste intéressant. Pourquoi j'ai pris le P3+, donc le P3+, la version plus, c'est celle qui est en PCI Express Gen 4. Donc entre le PCI Express Gen 3 et le Gen 4, on double le débit. Vous voyez que là on est à 5000 mégaoctets et je crois que le PCI Express Gen 3 du Crucial P3, il est à 3000 il me semble de mémoire. Donc vous avez la vitesse d'écriture, la vitesse de lecture. Globalement,
C'est intéressant, mais en termes de vitesse de démarrage de Windows, vitesse de lancement des applications, temps de chargement des parties, etc., vous n'alliez pas y gagner énormément entre un PCI Express Gen 3 et un PCI Express Gen 4. Là où il y a un vrai intérêt, c'est pour des applications professionnelles. Voilà. Donc, le Gen 4 en soi n'était pas forcément nécessaire pour cette config, vu qu'on est sur une config gamer, mais c'est le même prix entre le Gen 3 et le Gen 4 actuellement, donc autant se faire plaisir et partir sur un SSD en PCI Express Gen 4. Et si vous voulez utiliser votre PC pour faire du professionnel, eh ben, vous serez un peu plus à l'aise avec ce SSD-là. Donc celui-là, il est très bien, il fera largement l'affaire. On va passer maintenant aux cartes graphiques. Cartes graphiques, j'ai deux propositions à vous faire. Donc on a d'un côté la XFX Radeon RX 6750 XT. C'est une carte graphique qui se situe à peu près entre une 3070 et une 3070 Ti, assez proche d'une 3070 Ti, et qui coûte 349 €. Alors ça, c'est chez NR Info. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois de NR Info. C'est un revendeur qu'on retrouve sur Amazon, qui est situé au Portugal, et qui vend quasiment que des cartes AMD, enfin vraiment même que des cartes AMD, et principalement de la marque XFX. Il a aussi quelques modèles de référence AMD, mais principalement c'est du XFX qui est vendu. Je dois être à presque une trentaine de cartes graphiques achetées chez lui. Tout s'est toujours bien passé. Donc voilà, c'est validé, je continue de vous le recommander. Donc là, c'est 349, mais il faudra compter 10 € de plus pour la livraison. Donc on est, au lieu d'être à 350, on est à 360. La carte graphique qui se rapproche le plus de ce prix-là chez Nvidia, c'est la MSI RTX 4060 Ti, modèle Ventus. Attention, en version 8 Go. À chaque fois que je vous recommande la 4060 Ti dans des configs, c'est à chaque fois la 8 Go que je vous recommande. La 16 Go est beaucoup plus chère. Et en termes... alors attendez, regardez, là si vous voulez, celle-ci, là on a la version 16 Go, vous voyez, on est à 519 €, hein, c'est beaucoup plus cher. Et en gros, entre la version 8 et 16 Go, vous avez très très peu de différence de performance. Je vais vous montrer ça juste après avec les tableaux. Donc voilà, c'est deux choix qui sont très intéressants selon moi. En termes de perf, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a le tableau en 1080p. Et vous avez donc la 4060 Ti 8 Go qui est juste ici. Vous voyez, c'est la quatrième barre verte. En termes de performance, c'est plutôt bon. Là, c'est en 1080p. Et vous voyez que la 16 Go qui est beaucoup plus chère, au final, elle a quasiment les mêmes performances. C'est celle qui est juste en dessous. Donc autant partir sur la version 8 Go. La 6750 XT, on va la situer entre la 3070 et la 3070 Ti, et assez proche de la 3070 Ti. Donc vous voyez qu'en termes de performance brute, la AMD est plus intéressante, parce qu'elle est, déjà elle est un petit peu moins chère, et en plus de ça, elle a plus d'FPS. Pour de la 1440p, c'est à peu près pareil, mais l'écart va un peu se creuser. Alors ça, je vous explique pourquoi. C'est parce que la 6750 XT a 12 Go de VRAM, alors que celle-ci n'en a que 8. Et du coup, ça donne un petit avantage quand même à celle d'AMD. Mais globalement, elle reste toujours un peu plus performante, la 6750 XT, par rapport à la 4060 Ti. Là où il y a un réel avantage, c'est si vous... Alors, je vous montre pas en 4K, parce que c'est pas vraiment des cartes qui sont faites pour faire de la 4K, hein. Mais globalement, c'est à peu près la même différence. Par contre, en ray tracing, la 4060 Ti se débrouille quand même assez bien. Par rapport à la 6750 XT, elle est même un petit peu au-dessus. Dites-vous que la 6750 XT va être doublée. Bon, pas d'énormément, mais elle va être quand même moins performante que la 4060 Ti. Donc, pour ceux qui ont tendance à jouer beaucoup en ray tracing, ça peut être intéressant de partir sur la 4060 Ti. Ceux qui jouent uniquement en Full HD, c'est à peu près les mêmes prix, à peu près les mêmes perfs. Donc si vous avez une préférence pour Nvidia, pourquoi pas? Moi perso, ma préférence reste côté AMD. Et alors pour ceux qui utilisent des jeux qui ont le DLSS 3, là, il y a un réel avantage de partir sur la Nvidia. Parce que vous le savez, à chaque fois je vous le répète, les cartes AMD, elles ont la grosse puissance brute. Les cartes Nvidia, elles ont les technos. Et les technos, dans certains cas, ça peut faire la diff. Donc ça peut être intéressant. Éventuellement aussi, pour ceux qui utilisent leur PC pour une utilisation pro, ceux qui font du montage vidéo, Adobe Premiere par exemple, vous avez l'accélération GPU, ou par exemple des joueurs e-sport, joueurs compétitifs, si vous voulez Nvidia Reflex dans vos jeux et que vous voulez l'activer,
Voilà, vous pouvez prendre la Nvidia. Donc là, vraiment, entre la AMD et la Nvidia, c'est très serré. Et c'est vraiment en fonction de dans quelle situation vous vous retrouvez. Si vous voulez des performances brutes, que vous ne jouez pas en ray tracing et qu'il n'y a que très peu de jeux sur lesquels vous jouez où il y a le DLSS 3, partez sur la AMD. Si vous êtes dans l'autre cas, que vous voulez faire de temps en temps peut-être une utilisation pro avec du montage vidéo, de l'édition de photos, de la colorimétrie, des choses comme ça, si vous êtes joueur compétitif, vous voulez Nvidia Reflex absolument, si vous avez pas mal de jeux qui ont le DLSS 3 ou si même vous aimez bien jouer à des jeux en ray tracing, pourquoi pas partir sur la carte, la RTX 4060 Ti. Le rapport perf-prix est quand même moins intéressant, mais dans votre cas, la différence du rapport perf-prix sera beaucoup plus faible. Donc ça peut être un choix intéressant à faire. Voilà pour la carte graphique, 2 choix intéressants. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvaise carte graphique pour cette config, c'est vraiment en fonction du cas de figure dans lequel vous vous retrouvez. Pour l'alimentation, alors on n'a pas besoin d'une grosse alimentation, hein. La 6750 XT ou la 4060 Ti, ça consomme pas grand-chose. Et le processeur, ça consomme pas grand-chose non plus, un i5 12400F. Alors j'ai quand même mis une 650 watts. Pourquoi une 650 watts? Parce que si plus tard vous voulez upgrade sur une carte un peu plus récente, un peu plus moderne, je sais pas, par exemple une 4070, et ben avec votre bloc de 650 watts, vous pourrez toujours upgrade et continuer d'utiliser votre alimentation sans avoir besoin de la changer. Donc le but, c'est de ne pas hésiter à mettre 3, 4, 5 euros de plus pour avoir un petit peu plus de puissance et éviter d'avoir à changer son bloc d'alimentation. Vous, ça vous fait des économies le jour où vous voulez améliorer votre config. Ça évite de jeter l'ancienne alimentation. Donc c'est tout bénef. Là, on n'est pas sur une alimentation ultra haut de gamme. Même en termes de rendement, on est certifié 80 plus bronze. Pour info, pour rappel, hein, le rendement 80 plus bronze, ça va être la capacité à l'alimentation de se rapprocher le plus possible dans l'énergie qu'elle fournit au PC à ce qui est consommé à la prise. Donc typiquement, vous pouvez avoir une alimentation 850 watts, elle va fournir 850 watts au PC, mais elle va consommer 1000 watts à la prise, par exemple. Meilleure sera la certification, moins il y aura de différence et plus la consommation à la prise va se rapprocher de ce qui est fourni au PC. Et donc là, une alim de 650 watts, donc ce sera largement suffisant pour cette config. On a même beaucoup de marge techniquement. Une alim de 450 watts, elle serait passée, mais le but c'est d'avoir quand même un petit peu de marge pour pas la faire tourner à fond et d'avoir aussi de la marge si un jour on veut upgrade le PC avec la carte graphique ou le processeur. Autre chose, donc c'est pas l'alimentation parfaite. On n'a pas toutes les normes, mais on va dire que pour rentrer dans le budget, pour 55 euros, ça permet d'avoir quelque chose de safe d'un point de vue électrique, sans exploser le budget et en ayant quelque chose de suffisamment puissant pour éventuellement upgrade plus tard. Donc cette alimentation, pour moi, elle est intéressante. À côté de ça, j'ai 2 boîtiers à vous proposer. Un qui rentre dans le budget et un qui dépasse un petit peu. Donc le premier, c'est le basique, vous connaissez, MSI MacForge 100M. Donc il y a 2 versions, le M et le R. Donc la version M, c'est une version avec des ventilateurs RGB fournis avec. Vous avez 2 ventilateurs RGB en façade et un non RGB à l'arrière. La version R, c'est des ventilateurs ARGB. C'est un petit peu plus cher. Vous voyez, là, on est à 58 euros. C'est 70 le MacForge 100R. Donc la différence, c'est que les ventilateurs ARGB, vous allez avoir plusieurs couleurs en simultané. Là, il sera tout le temps violet, ou tout le temps rouge, ou tout le temps bleu, voilà. Ça va pouvoir changer de couleur, mais vous ne pourrez pas avoir une partie du ventilateur qui sera en bleu, pendant qu'il y en aura une qui sera en violet, une autre qui sera en jaune, voilà. Vous voyez, typiquement, ça, avec du RGB, c'est possible, mais avec c'est ce que je fais. Mais si je voulais avoir plusieurs couleurs en simultané sur mes ventilateurs dans mon PC, il me faudrait du ARGB. Donc celui-là, il est intéressant. Les cartes graphiques, la plupart, ça rentre. Il y a de la place. C'est un boîtier en version mesh, comme vous le voyez là sur la façade. Vous avez une belle aération, ce qui permet d'avoir un bon flux d'air pour refroidir correctement tous les composants, amener de l'air frais sur la carte graphique pour qu'elle refroidisse bien et amener de l'air frais sur le ventirad pour refroidir correctement le processeur. Donc ça, le plus important, c'est de prendre un boîtier Airflow. Donc là, pour 58 euros, celui-là, il en offre beaucoup. Et en plus, il vous permet de rester dans le budget des 800 euros. Si ça ne vous dérange pas de dépasser un petit peu, il y a une option qui est assez intéressante, c'est le Deepcool Matrix. L'avantage
l'avantage de celui-ci, c'est que plus tard, si vous voulez mettre une très grosse carte graphique, vous pourrez. Vous voulez mettre plus tard une 4090, ça rentre. Enfin, la plupart des 4090, ça rentre. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a 4 ventilateurs qui sont fournis avec, 3 en façade et 1 à l'arrière. C'est des ventilateurs ARGB. Et en plus de ça, on est toujours sur un boîtier avec une façade en mèche, de manière à ce qu'il y ait un bon flux d'air dedans. Alors il y a quand même une belle différence de prix, on passe de 58 € à 85 €. Donc on est dans les 25-30 € de plus presque. Donc il y a quand même une belle différence, mais je trouve que c'est un upgrade qui peut être intéressant. Surtout que là, ça vous permet d'avoir vraiment un gros boîtier. Donc c'est assez intéressant. Autre chose, si plus tard éventuellement vous voulez upgrade pour passer sur un water cooling, techniquement celui-là il les accepte, mais c'est quand même un peu serré, c'est un peu ric-rac. Donc si plus tard vous voulez upgrade et passer sur un water cooling IO, peut-être que le Matrix sera un meilleur choix pour faire l'upgrade plus tard. Donc ça peut être une vingtaine, trentaine d'euros de plus à investir qui serait bien investi. Alors pour résumer la config, donc une carte mère Intel en B760 de chez Gigabyte, la B760 Gaming X en version DDR4 pour faire des économies sur la RAM, un processeur le i5 12400F qui fera largement l'affaire pour du jeu Full HD, Quad HD, 4K. La config n'est pas prévue pour du 4K, je le répète. Le ventirad qui est facultatif, qui permettra d'avoir un petit peu moins de nuisances sonores et gagner quelques degrés, mais qui ne sont pas forcément nécessaires parce que dans tous les cas, le processeur ne va pas surchauffer. 2 choix pour la RAM. 100 RGB à 40 € avec du RGB pour 53 €. Un SSD de 1 Tera en PCI Express Gen 4, très performant. Le choix entre AMD ou Nvidia pour la carte graphique, les deux choix peuvent être intéressants en fonction de la situation. Un bloc d'alimentation suffisamment costaud pour tenir même une carte graphique plus puissante en cas d'upgrade plus tard et qui sera bien sécurisé pour votre config. Et 2 choix de boîtier, le choix de la sobriété ou le choix de l'upgrade si plus tard vous voulez passer sur du water cooling, etc. Ou si vous voulez un plus grand boîtier avec plus de ventilateurs. On a fait le choix de cette config. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, si ça vous a aidé dans vos choix de composants pour votre PC gamer, n'hésitez pas à me soutenir avec le petit pouce bleu. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.